nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Hervé Chazeville, bonjour. Bonjour. Quel temps avez-vous en Corse? Parce que chez nous, le temps n'est pas clément. Il faisait même aujourd'hui, tout à l'heure encore, 22 degrés, à la fin du mois de juillet. Au moment où je vous parle, là, sur la terrasse de chez moi, il fait 33 degrés. Donc, c'est la grosse chaleur tous les jours. Même la nuit, il fait très chaud. Maintenant, tout est relatif, n'est-ce pas? Parce que il y a 2 semaines, j'étais encore à Chypre, où il fait beaucoup plus chaud. Là, c'est 40 degrés tous les jours, 40 degrés et plus. Ah oui. Mais c'est beaucoup plus sec. Ici, en Corse, il y a quand même un fort pourcentage d'humidité. Donc, c'est pas la même chaleur. À Chypre, c'était la chaleur sèche. D'accord, d'accord. Mais donc, il fait, enfin, on peut pas se plaindre, il fait chaud. Et les touristes, il y en a beaucoup enfin, on en voit beaucoup. Là, hier, je suis allé à 140 km de Bastia pour un événement littéraire. Et la plupart des voitures que j'ai croisées, c'est des plaques soit étrangères complètement, soit des plaques de France continentale. Rassurez-vous, je vous suis à la trace, hein. J'ai suivi tout votre itinéraire à Chypre et au retour, la participation au festival dont vous venez de parler avec mon Pegasus. Je vois que vous avez, c'est ce que j'allais dire, je vois que vous avez acquis la technologie israélienne. J'ai un Pegasus local qui me permet de vous suivre tous les jours. En tout cas, bravo pour le site, la chaîne YouTube qui nous rapporte un peu votre quotidien, les activités, et ça plaît, c'est très intéressant pour ceux qui connaissent Hervé Chazeville. Autrefois, je me concentrais sur l'écrit. Puis je me suis rendu compte que les gens sont un peu paresseux quand il s'agit de lire. Exact. Ou alors ils veulent quelque chose de bref, genre Twitter, là, ça va, on peut le lire, il y a 40 caractères. Mais quand il s'agit de lire un article, eh bien, c'est différent. Donc, depuis 1 an ou 2, j'ai décidé effectivement de faire davantage de vidéos. Et certaines, effectivement, marchent très bien, d'autres moins. Et puis, j'ai décidé aussi d'être assez éclectique, de ne pas parler tout le temps du Rwanda. C'est clair que je ne veux pas que nos amis pensent que je suis obsédé par la question rwandaise. La question rwandaise m'intéresse beaucoup. Je m'y consacre tous les jours, mais ce n'est pas mon seul point d'intérêt, bien sûr, dans le monde. La question rwandaise, vous en parlez quand vous venez sur la chaîne de la Voix des Grands Lacs. Sur ma chaîne également, sur RVTV, j'en parle également. Mais je sais que certains m'ont fait le reproche de toujours parler du Rwanda. Hein, alors c'est faux, je ne parle pas toujours du Rwanda. Donc j'essaye de diversifier, effectivement. Le Rwanda fait partie de ce monde, hein. C'est un pays qui a fait… Non, mais certains, je parle d'amis d'ici, hein, certains m'ont dit que ça devenait obsessionnel, comment dirais-je, que j'avais une obsession qui s'appelle Paul Kagame et que j'y revenais toujours. Non, j'y reviens pas toujours. Quand il y a un élément nouveau, comme par exemple, la semaine dernière, j'ai appris le décès de la regrettée Espérance Mukashema, naturellement, j'ai à nouveau parlé d'Espérance Mukashema, donc j'ai parlé du Rwanda, donc j'ai parlé aussi de son histoire tragique, donc j'ai parlé du génocide, de la mort de son petit garçon.
Alors voilà, bon, lorsqu'il y a eu la mort de Kizito, j'ai beaucoup parlé de Kizito, c'est vrai, j'ai fait plusieurs émissions là-dessus. Et bon, certains qui n'ont jamais mis les pieds au Rwanda et qui n'ont pas le même vécu que nous, peuvent effectivement trouver que parfois j'en fais trop, quoi. Écoutez, aujourd'hui, on va encore parler du Rwanda. Ce sera non pas de la politique pure, mais Voilà, de la sociopolitique, parce que la voilà. vie des gens, la vie des citoyens rwandais importe beaucoup. Nous allons parler, Écoutez, vous allez nous parler des conséquences du Covid-19 au Rwanda. C'est une question que vous suivez aussi là de très près. Vous recevez des informations de vos voilà. amis là-bas, vous lisez la presse. Alors, Hervé Chesville, est-ce que effectivement vous avez pu glaner quelques informations de la situation des paysans, des citoyens ordinaires face aux mesures de confinement ou ce qu'on appelle au Rwanda le programme de Goumamurugo, c'est-à-dire reste chez toi. Voilà. Est-ce que vous avez quelques éléments à communiquer à nos auditeurs? Et ça serait bien prétentieux de ma part de dire que je sais ce qui se passe au Rwanda ou que j'ai les dernières informations quant à la réalité au Rwanda. Je n'ai pas mis les pieds dans ce pays depuis presque 20 ans. Je crois que mon dernier passage doit remonter à 2002. Mais malgré tout, grâce à la magie de l'Internet, je reçois des messages quotidiennement de petites gens qui, qui sont des messages désespérés, qui me parlent d'une réalité qui n'est pas reflétée dans nos grands médias. Souvent, les journalistes qui vont au Rwanda restent à Kigali et sont impressionnés par les belles avenues, les beaux auditoriums tout neufs, ou la propreté de la ville qui est tout le temps soulignée dans chaque article. Mais c'est bien loin de la réalité des petites gens. Réalité qui est devenue dramatique avec les mesures de confinement qui ont été imposées depuis maintenant assez longtemps par les autorités. Mesures, attention, que je ne conteste pas forcément. Il y en a eu aussi en France et dans la plupart des pays du monde. Je ne suis pas un spécialiste du Covid-19, donc je serais bien incapable de dire quel est le moyen le plus efficace pour faire face au Covid, mais le fait que le pouvoir rwandais est un pouvoir autoritaire, qui parfois, même souvent, est brutal, je pense qu'effectivement, dans l'application des mesures qui ont été décidées pour faire face au Covid, je pense qu'il y a eu beaucoup de brutalité qui ont conduit à beaucoup de désespoir, parce que beaucoup de petites gens joignaient les deux bouts, tentaient de joindre les deux bouts grâce à des petites activités journalières, des petits boulots, des petits métiers, les mères de famille qui vendaient des légumes ou du bois de chauffage, ou que sais-je encore. Le Covid a eu aussi un impact sur la scolarité. Je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir de cette situation de Covid pour la jeunesse rwandaise quand on fera le bilan dans 1 an, dans 2 ans. Mais ça fait maintenant au moins 1 an, plus, que la scolarité de la plupart des jeunes Rwandais et Rwandaises a été perturbée, avec des périodes où les écoles étaient fermées, et du fait de la situation dont je parlais à l'instant, à savoir que les petits revenus qui permettaient tant bien que mal de survivre et d'envoyer les enfants à l'école, ces petits revenus ont disparu la plupart du temps. Donc, mais au même moment, il faut quand même payer les frais de scolarité. Il faut quand même payer l'uniforme, que sais-je encore. Donc, ça a amené certainement à une baisse à la fois dans la régularité de la participation aux cours, mais aussi
une baisse dans les effectifs scolaires dans les écoles, en particulier dans les zones rurales. Et ça, on en mesurera réellement les conséquences dans plusieurs années, je pense, après la fin de cette crise, si on en sort. Je pense à tous ces gens qui me disent qu'ils ne font plus qu'un repas par jour, quand encore ils peuvent en faire un par jour. Les gens ont faim au Rwanda actuellement. Je ne parle pas de la petite élite qui roule dans des 4x4 climatisés et bien propres sur les belles avenues asphaltées de Kigali. Je parle du petit peuple. Et le petit peuple, à ma connaissance, ça représente peut-être 90% de la population. Je ne parle pas de l'élite des happy few, comme on dit en anglais. Hein. Cette réalité, elle est dramatique et elle semble être de plus en plus dramatique. Maintenant, c'est une opinion que j'aime et qui est forgée par les informations que je reçois de loin. Comme je l'ai dit au début de mon propos, je ne suis pas allé au Rwanda depuis longtemps, donc je n'affirme rien, mais ce qui ressort des brefs messages, des brefs appels à l'aide que je reçois régulièrement, il semble que la situation est dramatique et qu'elle est de plus en plus dramatique. C'est tout à fait normal et vous avez raison de le signaler parce que, vous savez, le Rwanda, ce n'est pas la France, le Rwanda, ce n'est pas la Belgique. C'est un pays qui est encore basé, dont la production est basée d'abord sur l'agriculture. Exactement. Et l'agriculture pas moderne. La consommation, ça suit le même rythme. C'est-à-dire que le Rwandais moyen ou de la classe inférieure, le paysan, est obligé d'aller faire des courses pratiquement tous les jours. Ça, c'est une première chose. Ou alors vivre de ce qu'il a pu conserver pendant quelque temps, mais généralement, ils ne gardent pas beaucoup de vivres à la maison parce qu'il n'y a pas de frigo systématiquement. Les Rwandais sont obligés de consommer ce qu'ils consomment tous les jours et d'aller encore s'alimenter soit au marché, dans le grand marché du coin, ou alors auprès de commerçants de la ville. Or, depuis l'arrivée du Covid-19 au Rwanda, le gouvernement a mis en place un programme appelé Guma mu Karere, Guma mu Rugo, c'est-à-dire reste dans ta province et reste chez toi. Vous savez, il y a eu par moments des altercations entre, notamment dans la capitale, à Kigali, mais aussi en province, entre des citoyens ordinaires, normaux, et la police. Parce que tout simplement, ils voulaient absolument manger. Et manger, ça supposait qu'ils sortent de chez eux. Exactement. Pour aller faire les courses. Et ce n'est pas possible, c'est interdit. Ou alors la police vous surprend devant votre maison sans masque. Vous êtes assis devant la maison, eh bien, vous êtes considéré comme non pas vraiment un criminel, mais comme ayant enfreint la loi. Alors, le problème, ce n'est pas que le gouvernement ait pris des mesures sécuritaires, non, ou plutôt sanitaires. Le problème, c'est que ces mesures sanitaires ne sont pas adaptées au Rwanda, tout simplement. Bien sûr. Imaginez-vous quelqu'un qui n'avait pas fait de réserve, qui n'a pas de frigo ou de congélateur, et qui se retrouve du jour au lendemain sans rien à la maison, et qui a 5 enfants. Les enfants ne vont plus à l'école, donc ils sont obligés de manger à la maison tout à fait normalement. Eh bien, qu'est-ce que fait ce paysan? Qu'est-ce qu'il fait sinon de se sentir obligé de sortir et d'aller chercher à manger? Or, cela n'est pas le cas. En plus, les vaccinations, il a fallu les attendre de l'étranger. La France a envoyé une cargaison de vaccins. Ça a beaucoup servi et ça a aidé, c'est vrai. Mais ça ne peut pas suffire. Et donc, c'est une série de problèmes qui
s'ajoutant à l'ambiance habituelle de famine endémique, si je puis dire ainsi, qui secoue le Rwanda depuis quelques années. Hein. C'est une famine que les Rwandais ont baptisée Nzaramba. Je vais rester en vie pendant longtemps, avec ironie. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, le gouvernement est félicité pour les mesures sanitaires qui ont été prises. Mais de l'autre, ça provoque des conséquences incalculables sur le plan social, même sur le plan sanitaire, parce que si les enfants... Et les conséquences qu'on mesure, bien sûr, chaque jour dans la vie quotidienne, mais dont il y a d'autres conséquences dont on se rendra compte dans quelques années, des conséquences à long terme, notamment sur l'éducation. Ah, ça, c'est sur l'éducation, oui, je pense. Hein, ça. Mais bon, ils sont habitués à ça. Ils peuvent se passer de l'éducation pendant 2 ans, pourvu qu'ils vivent quand même et qu'ils survivent. Un père de famille, la première préoccupation, c'est l'enfant, bien sûr, c'est à l'école, c'est très important. Mais il faut d'abord que cet enfant survive, qu'il puisse manger au quotidien. Donc, c'est vraiment toute une série. Et puis, il y a des problèmes politiques derrière tout ça. Parce que le gouvernement en a profité pour opérer des arrestations sur base de. Voilà, traquer la presse. La presse n'a plus le droit d'aller chercher l'information. Il y a plusieurs journalistes qui ont été mis en prison sur base de cette situation. Il y en a même un qui a passé, je pense, 8 mois ou 11 mois en prison parce qu'il avait été arrêté sur le site où il faisait un reportage. Donc, pour un reportage, pour ne pas avoir respecté la règle sanitaire, alors qu'il était masqué, il avait un masque, il avait les papiers de la presse, hein, donc, qui prouvaient qu'il était à la recherche d'informations tout à fait régulièrement. Eh bien, il a passé 11 mois en prison. Mais bon, ça avait... c'est quelqu'un qui était recherché, vraiment on voulait l'arrêter depuis longtemps. Il était dans le collimateur. Ah là, il était dans le collimateur. La police a saisi cette occasion pour le neutraliser. Et voilà, c'est devenu un cas, d'ailleurs, qui a été très, très largement suivi et documenté par Human Rights Watch et par plusieurs organisations internationales des droits de l'homme. Alors, revenons aux témoignages que vous apportez et aux éléments que vous recueillez régulièrement de la part de vos amis. Bien sûr, il y a le problème de l'école. Est-ce que vous avez pu avoir d'autres éléments concernant cette grave situation? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des appels à l'aide que je reçois, auxquels je suis bien incapable de répondre pour plusieurs raisons. Premièrement, je n'ai pas les moyens de répondre positivement à toutes les demandes d'aide que je reçois. Deuxièmement, je ne veux pas mettre en danger les gens. Je sais que je suis catalogué, disons. Donc, si je demande de cette manière, je risquerais de mettre en danger les gens qui éventuellement recevraient l'aide que je voudrais leur envoyer, parce que les autorités ne manqueraient pas de leur demander comment se fait-il que ces personnes sont en relation avec moi. Donc, moi, je me sens impuissant et c'est vraiment, je dirais, psychologiquement, c'est assez... Bon, c'est rien du tout par rapport à la situation que vivent ces gens, mais j'avoue que c'est assez lourd à porter de voir tout face à ce désespoir. J'aimerais bien faire quelque chose, mais que faire? Que faire? Il faut prier et lancer des appels au secours quand c'est nécessaire. Quand au Covid s'ajoute la violence policière, la répression, là, on a beau être catalogué, je pense que notre devoir, c'est de crier. Ah, bien sûr, mais ça, je n'arrête pas de le faire. Comme Voilà, tout à l'heure, on me le reproche, mais je continuerai à le faire. C'est notre devoir, Hervé, vous savez. On est tous catalogués. Aujourd'hui, on ne parle pas du Pegasus. Hein, je reviens à ça. Bien sûr. On ne parle pas du Pegasus, quoique, vous savez, le Pegasus, c'est un phénomène peut-être
plus nuisible que la faim au quotidien, parce que le Pegasus a permis au gouvernement rwandais d'assassiner des ressortissants rwandais à l'étranger, de suivre tout le monde, et même des autorités de pays étrangers. Donc, c'est un pays qui, pendant que la population n'arrive pas à se nourrir à cause du Covid, pendant que des pays occidentaux lui livrent des cargaisons de vaccins, paye des millions de dollars quand même à une société israélienne, NSO, pour aller espionner les chefs d'État des pays qui lui envoient des vaccins. Ils n'ont pas les mêmes priorités. Ah oui, c'est ça. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Ils dépensent aussi de l'argent pour parrainer des clubs britanniques qui ont déjà beaucoup d'argent. Et ça, Et ça, c'est le genre de choses que je n'arrive pas à comprendre. Ça, les gens ne le savent pas, mais le Rwanda a signé des conventions avec deux grandes équipes de football en Europe, hein. Arsenal en Grande-Bretagne et Paris Saint-Germain en France. Paris Saint-Germain aussi, oui. Le Paris Saint-Germain par le biais de la ville de Paris. Donc, Paris Saint-Germain qui n'en avait vraiment pas besoin. Il y a 2 jours, je voyais de ma terrasse, là où je vous parle, ancré à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouve, le yacht du prince, de l'émir du Qatar, qui a passé la journée juste devant chez moi, là. Un énorme yacht de 130 mètres de long, je ne sais pas quoi. Et c'est donc Qatar, comme chacun sait, hein, on a surnommé le Paris Saint-Germain, on l'a surnommé le Qatar Saint-Germain. C'est Qatar qui a acheté ce club. Donc, vraiment, je pense que le Rwanda aurait pu utiliser ses maigres revenus de manière plus efficace et plus intelligente que de subventionner ou de signer un contrat publicitaire avec un club qui, de toute façon, bénéficie des largesses d'un petit État, d'une petite monarchie pétrolière qui croule sous l'argent et dont l'émir achète un yacht tel que celui que j'ai pu voir avant-hier. Je me suis renseigné, d'ailleurs, le yacht en question, on m'a rassuré, ce yacht en question fait 1 mètre de moins pour la longueur que le yacht de son père, l'ancien émir. Paraît-il que l'émir actuel a pris cette décision que son yacht fasse 1 mètre de moins par respect envers son père, qu'il avait lui-même renversé d'ailleurs quelques années plus tôt. Donc quand on voit ça, je me demande pourquoi, dans quelle mesure Paris Saint-Germain avait besoin de l'argent rwandais, franchement. Bon, c'est pas qu'il y ait des besoins vraiment, mais c'est que le Rwanda avait plutôt, le régime a besoin de visibilité, voilà. de visite Rwanda. Et puis, étant donné les bonnes relations que le Rwanda le régime de Kigali entretient avec la ville de Paris, en tout cas la maire de la ville de Paris, certaines personnalités qui sont des grands fans de Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain. J'ai des personnes très proches de moi qui sont des fans du Paris Saint-Germain. Moi aussi, j'aime bien cette équipe. Ce n'est pas mon cas. Mais vous savez, quand on voit effectivement ce que cela a créé comme engouement, d'ailleurs, je me demande si vraiment ça a rapporté quelque chose au tourisme rwandais. Mais Kagame, lui, il veut parrainer ce genre. Le tourisme au Rwanda actuellement. Voilà. Avec le Covid, le tourisme est mort. Hein, et on parlait de l'éducation, on parlait de la santé, on parlait de la vie quotidienne des gens qui est dramatiquement affectée par le Covid. Mais alors, le tourisme, il est mort actuellement. Je ne vois pas qui pourrait aller au Rwanda dans les circonstances actuelles. Ou alors, peut-être que les mesures de confinement ne touchent pas les touristes, je ne sais pas. Hein. Oui, c'est toute la problématique. Hein. Signer des conventions avec des équipes étrangères, sortir plus de centaines de millions de dollars pour soutenir des équipes étrangères, pendant que dans le même temps,
les équipes du Rwanda, les équipes de football du Rwanda n'ont pas de matériel. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Mais enfin, on n'est pas là aujourd'hui pour parler du football. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons de choses et d'autres. On n'a pas un sujet qu'on doit développer comme des journalistes. Nous parlons de ce pays qui nous tient à cœur. Et la première préoccupation pour vous, c'était effectivement les effets du Covid, les conséquences de ce confinement pour un Rwandais qui vit au quotidien. C'est ça la problématique. Exactement. Surtout que le Covid, bon, même s'il a des effets néfastes, n'est pas peut-être la première menace sanitaire auquel le Rwanda fait face. Sait-on par exemple qu'avec le réchauffement climatique, on a des moustiques au Rwanda, même dans les zones de grande altitude. Autrefois, à Byumba, il n'y avait pas de moustiques. Maintenant, il y a des moustiques à Byumba et il y a du paludisme. Et les gens qui vivent en zone paludéenne depuis des générations et des générations, depuis des siècles peut-être, ont développé une certaine immunité, même si parmi eux, il y en a qui meurent du paludisme. Mais à Byumba, par exemple, qui, à ma connaissance, corrigez-moi si je dis une bêtise, en altitude du pays. Eh bien, à Byumba, la population de ce district n'avait pas cette immunité, puisqu'ils n'étaient pas habitués à être piqués par les moustiques il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a un siècle. Ce qui fait que les populations originaires de ces zones très élevées n'ont pas la même immunité, la même résistance que les populations qui vivaient plus bas. Et bien donc le paludisme est devenu une menace mortelle, même dans des zones qui étaient autrefois un peu plus à l'abri. Il y a une autre conséquence de ce confinement, parce que on revient au Covid. Dans la période de confinement, ainsi que le système qui a été mis en place pour, entre guillemets, protéger les populations, a été l'occasion pour les services du régime, la police et les autres, de réprimer la population. On reçoit chaque jour des vidéos, des photos de personnes tuées, battues à mort par la police, au seul tort qu'ils sont sortis de chez eux. Oui, oui. Hier ou avant-hier encore, j'ai reçu des images d'une femme qui a été arrêtée par la police devant chez elle, devant sa maison, et son mari était là. Eh bien, elle a voulu résister à la police parce que elle était quasiment nue, elle avait un petit pagne autour de son corps. Elle a dit, mais permettez-moi au moins de m'habiller. Eh bien non, ils l'ont traînée par terre. Une volonté d'humiliation qui est Tout à fait. Et cette femme était enceinte, elle était enceinte, Hervé Chosville. Eh bien, son enfant est mort sur place, donc elle a eu un avortement accidentel. Je ne sais pas si ça s'appelle avortement. Oui, enfin une fausse couche. Une fausse couche, voilà. Eh bien, l'enfant est mort, la femme a été hospitalisée, je crois, et son mari a été, je pense, arrêté aussi pour avoir voulu défendre sa femme. Et il y a plusieurs journalistes qui ont été arrêtés pendant cette période. Et vraiment, ils étaient ciblés en particulier. Beaucoup d'activistes des droits de l'homme. C'est cette période qui a été choisie pour les réduire au silence. Des personnalités politiques connues qui ne peuvent plus sortir de chez elles, qui ne peuvent plus donc exercer aucune activité politique. Donc, c'est une chose qu'on observe depuis l'arrivée du Covid, depuis le confinement. Il y a eu une sorte de recrudescence de l'oppression au quotidien. Alors, c'est un phénomène mondial. Le Covid a servi de prétexte pour la plupart des régimes autoritaires pour
aller plus loin encore dans leurs mesures de répression. Et le Tout à Rwanda, fait. bien sûr, qui était déjà un régime très brutal, ne fait pas exception. Et il y a un élément aussi qui peut permettre quand même de comprendre que derrière ce confinement brutal et vraiment musclé, on peut se poser des questions quant à la nécessité de ce confinement, parce qu'en comparaison avec les pays voisins comme le Burundi, c'est le pays jumeau du Rwanda. Ils ont exactement la même problématique. Le Burundi n'a pas imposé ce genre de mesures, hein. Oui, Au Burundi, les gens peuvent circuler, tout à fait. aller au marché. Eh bien, il y a moins de malades de Covid qu'au Rwanda. Donc là aussi, c'est une question à se poser. Il y a Bien moins de sûr. malades. Les vaccinations au Burundi ne sont pas obligatoires. Les vaccins sont là, mais le gouvernement a décidé de ne pas forcer les gens à se faire vacciner. Ils ont dit, écoutez, vous savez que les vaccins sont là. Eh bien, les volontaires, ceux vraiment qui veulent se faire vacciner, eh bien, ils peuvent le faire. Et on ne va pas vous forcer à vous faire vacciner. Ce n'est pas nécessairement une mesure que moi, je recommanderais, hein. S'il y a des vaccins, on peut. Mais en même temps, on se dit, mais pourquoi au Rwanda, où des mesures draconiennes ont été mises en place, pourquoi il y a plus de Covid-19 que dans les pays voisins qui gèrent cette situation en tenant compte surtout de l'aspect social, c'est-à-dire que trop de mesures de confinement tuent l'économie du pays. Absolument. Voilà. Absolument. Je pense que pour lutter contre le Covid, pour promouvoir les vaccinations, il faut favoriser les campagnes de sensibilisation, l'éducation des masses. C'est pas à coup de matraque ou pire en tirant sur les réfractaires que l'on peut régler le problème. Il faut beaucoup de sensibilisation. Moi, j'ai travaillé il y a maintenant 10 ou 11 ans pour une organisation qui luttait contre le paludisme. Eh bien, c'est ce qu'on faisait, c'était au Tchad. On faisait de la sensibilisation dans les écoles, en ce qui concerne les moustiquaires, par exemple. Ça marche beaucoup mieux que les mesures autoritaires et les mesures brutales. Très bien. Je pense qu'on va s'orienter on se dirige vers la fin de notre échange, hein. Aujourd'hui, ce n'était pas formel. C'est vraiment à bâton rompu. Ah oui, ben moi, je voudrais profiter, bien sûr, de votre antenne, si je puis dire, pour témoigner de toute ma sympathie pour toutes ces petites gens dont nous avons parlé, qui luttent au quotidien pour essayer de survivre, tout simplement pour essayer de survivre, pour essayer d'avoir au moins un repas par jour, pour essayer d'envoyer les enfants à l'école. Qu'ils sachent que nous pensons à eux et que nous espérons que cette situation va prendre fin, que la lumière surgira au bout du tunnel le plus tôt possible, parce que ça ne peut pas continuer comme ça encore très longtemps, c'est pas possible. Je profite de cette émission, la mission d'aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a de plus en plus de commentaires sur les vidéos, hein, que vous avez produites avec nous. Et j'ai reçu 2 ou 3 commentaires venant de RDC, de la République démocratique du Congo. Oui, Il y a un ami qui m'a envoyé un message en disant, tiens, saluez pour moi Hervé Chesville. Il me connaît, on se connaît, mais il y a très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que je vais extraire ces commentaires pour éventuellement, si vous pouvez prendre contact avec ces gens. bien sûr, bien En tout sûr. cas, j'en ai reçu. Et d'ailleurs, il y en a un aussi qui parle du phénomène des Kadogo. Oui, Je crois que vous avez dû travailler avec lui. c'est très possible. N'oubliez pas que je suis devenu auteur grâce au Kadogo, puisque mon premier livre, qui est sorti en 2003, traitait de mon expérience de démobilisateur d'enfants soldats, en particulier dans la zone contrôlée par le RCD Goma au Kivu, mais pas seulement. Et d'ailleurs, je vais sortir une anecdote peut-être qui va vous faire sourire. Il y a 2 jours, j'ai reçu un
un courrier de l'Harmattan, qui était mon éditeur, les enfants des guerres d'Afrique centrale. Et ce courrier contenait un chèque de 15 euros. J'ai bien dit 15 euros. Je n'ai pas dit 15 000, je n'ai pas dit 1500, j'ai dit 15 euros. Il s'agissait de mes droits d'auteur pour l'année qui s'est écoulée du 30 juin 2020 au 30 juin 2021. Alors, j'ai étudié scrupuleusement le relevé et je me suis aperçu que pendant ces 12 mois, eh bien, 6 exemplaires de mon livre Kadogo, enfants des guerres d'Afrique centrale, ont été vendus. Eh ben, ça m'a réjoui de voir que 18 ans après la sortie, qui ont envie de le lire, ça m'a fait plaisir, même si la somme de 15 euros, bien sûr, est dérisoire. J'en parle parce que beaucoup de gens pensent que les auteurs gagnent beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Les auteurs ne gagnent pas d'argent. La règle générale, c'est que nous ne gagnons pas d'argent. Vous savez, vous êtes auteur vous-même, je le suis aussi depuis 18 ans. Je ne me suis pas enrichi avec les livres que j'ai écrits, qui par contre m'ont donné beaucoup de travail pour en assurer la promotion, beaucoup de déplacements, beaucoup de dépenses pour se déplacer à droite à gauche, pour faire des dédicaces, des signatures à droite à gauche. Actuellement, dans le monde actuel, il y a peut-être en France, pour un pays comme la France, 6 ou 7 auteurs qui gagnent bien leur vie grâce à leurs droits d'auteur. Ça n'atteint pas la dizaine. Ça n'atteint pas la dizaine. Vous faites bien de le signaler parce que effectivement, certains pensent que écrire un bouquin, un livre, que c'est lucratif. Oui. C'est lucratif dans le sens de la satisfaction personnelle parce qu'on partage ses idées, son histoire, son expérience, sa souffrance, son bonheur avec des milliers de gens. Mais en fait, derrière, ce sont les éditeurs, les grands éditeurs. Et les réseaux de distribution. Voilà, qui s'enrichissent. C'est comme ça. Maintenant, le livre de l'Harmattan, celui que vous avez édité avec l'Harmattan, vous pouvez le reprendre dans votre maison d'édition. Hein. Ce sera peut-être… Bien sûr, ouais. Mais il faudrait que je le mette à jour parce que, oui, naturellement, oui. Ce que je disais en 2002-2003, même si l'expérience vécue est toujours la même, enfin, est toujours présente en moi, la situation que je décrivais à l'époque a évolué. Donc, je ne sais pas s'il serait pertinent de reprendre effectivement ce manuscrit et de le retravailler. Peut-être, oui, peut-être. Très bien. Écoutez, Hervé Chosville, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je remercie tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à vous de m'avoir invité à nouveau. J'ai été heureux d'échanger et j'ai été heureux de pouvoir parler d'un sujet dont on ne parle jamais, hein, c'est-à-dire la réalité de la vie quotidienne des petites gens. Et ça, ils ne sont pas souvent présents dans les grands médias. Tout à fait. Et ce que nous avons dit n'a rien à voir avec des critiques adressées directement au gouvernement rwandais. Il a pris des mesures peut-être impropres, trop dures peut-être, et en tout cas, les conséquences sont catastrophiques pour la population. Il faut ouvrir le dialogue. Là aussi, il faut ouvrir le dialogue. On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus, dit-on souvent. Hein. Or, là, le régime, dans ce domaine comme dans d'autres, a voulu utiliser la manière forte. Il y a une image, moi, qui m'a redonné l'espoir il y a quelques jours quand j'ai vu cette photo que j'ai partagée d'ailleurs de Laurent Gbagbo assis en train de plaisanter avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, alors que ces deux personnes ont chacun de leur côté il y a seulement 11 ans. Ça, c'est ces deux hommes qui ont maintenant un certain âge et qui ont peut-être atteint un certain degré de sagesse, tant l'un que l'autre, ont donné une leçon à Paul Kagame, ont donné une leçon à Yoweri Museveni, à
Obiang Nguema en Guinée équatoriale, à Feworki en Érythrée. Le seul chemin qui existe, c'est d'ouvrir le dialogue et l'échange. Vous avez raison, mais la Côte d'Ivoire n'est pas le Rwanda. Je connais les deux, j'ai vécu en Côte d'Ivoire quelques années. Ils ont une culture politique très, très différente de la nôtre. Ils ont vraiment le dialogue comme, je veux dire, comme règle de vie. Et quand les deux, à supposer que Gbagbo et Alassane Ouattara ne se soient pas empressés de dialoguer, eh bien, je peux vous dire que les chefs coutumiers, les rois coutumiers, auraient pu les rapprocher. Je pense que bien sûr, la Côte d'Ivoire, c'est différent du Rwanda. Là, au Rwanda, la culture du dialogue n'est pas très, très présente. Hein. Ça, malheureusement, malheureusement. Eh bien, une fois encore, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi, à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashobewe, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashavuye, ikundorere, ikundorere, ibaze kwicwa uhagaze, ugapfira muri nyagasani, ukabura kivugira, abo muhuje bavugirwa, ukabura kivugira, abo muhuje bavugirwa, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashobewe, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashavuye, ikundorere, ikundorere, harimo iki ridasanzwe bene kagisha twizihiwe, byahindutse nk'ibya rugaju, abara bacu bitaba inama, bitaba inama, bitaba imana, bitaba inama, bitaba imana, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashobewe, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashavuye, ikundorere, ikundorere, n'abagiye igicibwa mu rugo, sinize yabo hanze y'inkiko, wamurimi yanyimye imbuto, muhumuza nyimye ikivuguto, wamurimi yanyimye imbuto, muhumuza nyimye ikivuguto, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashobewe, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashavuye, ikundorere, ikundorere, osekuru nyagasani, tabara bacu nyagasani, bitabye inama, bitaba imana, bitabye inama, bitaba imana.